En 1944, la France se libère de 4 longues années d'occupation. Les résistants sont devenus les héros d'une nouvelle page de l'histoire de France. Au fil des années, des décennies, la mémoire collective simplifiera et schématisera les engagements d'hommes et de femmes pris dans les tourments d'une époque ambiguë et incertaine. Ainsi, la résistance restera invariablement associée à la gauche, alors que l'extrême droite sera synonyme de collaboration. Mais l'histoire est complexe. Un nouvel éclairage doit être apporté sur cette période. Il est clair que la participation de l'extrême droite à la résistance a été un peu masquée, a été un peu oubliée. La résistance, dans le cas français, était une résistance qui a unifié des gens qui venaient de l'extrême gauche et il y avait aussi l'extrême droite. Ils y étaient. Ils vont rallier plus ou moins De Gaulle. Ils seront plus faciles à rallier Giraud, par exemple, à un certain moment. Et puis certains vont évoluer vers la démocratie. Parce que les êtres humains, ça évolue. L'idée qu'il y avait des bons qui sont restés bons tout au long de leur trajet et des méchants qui sont restés méchants tout au long de leur trajet, c'est une idée qui est beaucoup plus facile à transmettre que l'idée de complexité de chemin et d'itinéraire croissant. Impossible de comprendre l'engagement et le parcours de nombreux militants d'extrême droite dans la résistance sans comprendre ce qu'est l'extrême droite française et ce que vit la France dans l'entre-deux-guerres. L'extrême droite n'est pas un phénomène nouveau dans la France de l'entre-deux-guerres. Vous avez eu, dès la naissance de la Troisième République et jusqu'en 1914, des ligues qui incarnaient cette extrême droite. Et ces ligues d'extrême droite ont continué à prospérer durant l'entre-deux-guerres. On peut penser par exemple à la Ligue des Patriotes. On peut penser également aux Jeunesses Patriotes de Tétinger, qui, quelque part, ont à voir avec les ligues qui existaient avant 1914. Ces ligues nationalistes prennent leur essor sur la crise de régime de la Troisième République. Cette Troisième République, pour laquelle tant de combattants de 14-18 se sont sacrifiés, est minée par de nombreux scandales politico-financiers. De plus, affaiblie par la stérilité des débats parlementaires et la valse des ministres, elle se révèle impuissante à juguler les effets de la crise économique apparue aux États-Unis et qui ravage l'Europe en 1931. C'est sur ce déclin moral, social et politique de la société française que prospère l'extrême droite dans l'entre-deux-guerres. On a toujours, d'ailleurs, du point de vue idéologique, un peu les mêmes thèmes. L'idée d'abord que la Troisième République est illégitime, que c'est un mauvais parti, ce qui veut dire que l'antiparlementarisme est un élément fédérateur. D'autres éléments interviennent également. On peut songer ici à la xénophobie, à l'antisémitisme, à l'anticommunisme, bien entendu. Et ces éléments varient selon les types de partis, selon les types de mouvements. L'un des plus importants mouvements de cette extrême droite est l'Action française. Emmené par un triumvirat, sa figure charismatique est Charles Maurras. L'Action française est un mouvement royaliste et réactionnaire qui n'a jamais accepté les principes portés par la Révolution française. Exerçant une grande séduction intellectuelle au-delà même de son propre camp, cette droite, avant tout contre-révolutionnaire, souhaite renverser la République au profit d'une restauration monarchique et appelle de ses vœux un antisémitisme d'État. L'antisémitisme de l'Action française est un antisémitisme non racial. C'est un antisémitisme qui admet l'existence de bons juifs,
très limités quant à leur nombre et très précisément définis quant à leur activité. Donc ce n'est pas un antisémitisme de type absolu, si vous voulez, c'est un antisémitisme de type discriminatoire, ce n'est pas un antisémitisme de type exterminateur. Si vous voulez faire la différence entre l'antisémitisme maurassien et l'antisémitisme hitlérien. Charles Maurras, par, disons, son charisme ou par sa plume, a véritablement influencé une génération, même si tout le monde ne se retrouve pas dans les thèmes de l'Action française, à commencer par l'idée d'une monarchie, puisque Charles Maurras est monarchiste, ce que n'est pas le colonel de Larocque. Le colonel de Larocque est devenu en 1932 le chef des Croix de Feu, un puissant mouvement constitué d'anciens combattants, rassemblant ceux qui se sont distingués au cours de la Grande Guerre. À la fin des années 30, Larocque transforme ses Croix de Feu en un parti politique de masse, le PSF, Parti social français, qui rassemble près de 1 million d'adhérents. Sous ses aspects autoritaires et son culte du chef, le parti n'en reste pas moins légaliste et réfractaire à l'antisémitisme, ce qui le différencie de l'extrême droite traditionnelle. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'extrême droite de cette période est obsédée par le danger allemand. Et donc, si vous lisez les parutions de l'extrême droite, ou si vous lisez, bien entendu, l'Action française, mais aussi d'autres publications, il y a une espèce d'obsession de ce qui se passe en Allemagne. Hanté par les possibilités de voir un jour le vieil ennemi se réarmer contre la France, l'Action française prône à longueur d'article une vigilance absolue à l'égard de ce qu'elle appelle l'Allemagne éternelle. Maurras et ceux qui le suivent ont compris que dans la conjoncture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, il y a une opposition structurelle fondamentale entre la France et l'Allemagne. Et qu'on aura beau faire, on aura beau dire la paix, ça ira pas. Parce que l'Allemagne est plus puissante que la France, démographiquement et économiquement. L'Allemagne aspire à l'hégémonie sur le continent européen, et le pays qui bloque cette hégémonie, c'est la France. En 1933, le parti nazi arrive au pouvoir. Pourtant, l'ensemble de la classe politique française traditionnelle, aveuglée par un fort courant pacifiste, ne cesse de prôner le désarmement face à l'Allemagne, qui, elle, reconstitue sa puissance militaire avec Hitler. Maurras va employer une expression qui est une expression très juste. Il va dire que le nazisme est en fait un multiplicateur du germanisme. C'est-à-dire que Hitler au pouvoir va donner au germanisme la possibilité d'abord de se reconstituer comme puissance et de détruire le traité de Versailles, bien entendu, et en plus de menacer la France. Donc, si on regarde l'extrême droite française de 1933 à 1936, disons, elle est obsédée par le danger allemand et elle accuse la gauche française d'être trop magnanime, d'être trop sympathique, d'être trop indulgente à l'égard de l'Allemagne. À l'égard de l'Allemagne avant la montée des nazis, mais même après la montée des nazis au pouvoir. En France, un nouveau scandale politico-financier éclate en janvier 1934. L'affaire Stavisky, qui éclabousse une partie du personnel républicain, suscite la colère de nombreux Français. Les ligues profitent de la crise pour appeler à se rassembler, dans Paris, au cri de « à bas les voleurs ». Le 6 février 1934, date marquante dans l'histoire de cette extrême droite, des dizaines de milliers de personnes manifestent dans la capitale contre le régime parlementaire. Lorsqu'à 19h, un coup de feu venu d'on ne sait où retentit, la manifestation dégénère, la police tire, la répression est sanglante, 14 morts et plus de 600 blessés. Dans cette foule d'émeutiers se trouve un futur grand résistant, Gilbert Renault, qui se fera connaître sous le nom de colonel Rémy. Fervent catholique, ce producteur de cinéma est un monarchiste convaincu qui n'hésite pas à affronter les forces de l'ordre le soir du 6 février. Au cours de cette nuit agitée, les éléments les plus extrêmes espèrent renverser la République. Mais le coup de force tant espéré échoue. En riposte, les partis de gauche se mobilisent, ce qui conduira à l'avènement du Front populaire 2 ans plus tard. Cet événement va être très important pour l'extrême droite, parce que pour l'extrême droite qui va grossir, elle va être extrêmement importante aussi pour la gauche, qui va brandir, non sans raison, le risque d'une menace contre la République et contre la démocratie. Et donc, il va y avoir une rupture dans l'histoire de France ce 6 février 1934. Quelques jours après le 6 février,
l'extrême droite enterre ses martyrs. Parmi les ligueurs de l'Action française, beaucoup critiquent la tiédeur des chefs et quittent le mouvement. C'est le cas de Pierre de Bénouville. Ce jeune homme d'à peine plus de 20 ans, étudiant en lettres, et de toutes les bagarres au quartier latin. D'une énergie presque animale, ce dur, à force d'hurler dans les manifestations, finit par se casser la voix. D'autres dissidents forment au milieu des années 30 ce qui devient une organisation terroriste et que les chefs d'Action française surnomment avec mépris la Cagoule. La Cagoule a été une organisation secrète qui a fait de l'anticommunisme sa marque de fabrique. Et donc l'idée était que la République était en grand danger car elle était subvertie par les communistes. Et donc cette Cagoule s'est distinguée en montant des opérations secrètes, des attentats, qu'elle attribuait aux communistes pour mieux déclencher la répression contre les communistes. Comploteurs, conspirateurs, vivant dans le culte du secret, les membres de la Cagoule perpètrent de nombreux attentats et assassinats jusqu'à la fin des années 30. L'organisation trouve des appuis dans les plus hautes sphères de la finance et des milieux militaires. Les entreprises Michelin, L'Oréal, les huiles Le Sieur subventionnent l'organisation secrète. Démantelée en 1938, ses principaux responsables sont arrêtés. Sous l'occupation, les membres de la Cagoule se diviseront. Si beaucoup verseront dans la collaboration, d'autres feront le choix inverse et choisiront la résistance. C'est le cas du chef du trafic d'armes de la Cagoule, Maurice Duclos. Courtier en assurance, ce géant sympathique et épris d'action ralliera la France libre du général de Gaulle dès juin 1940. En mai 1940, l'Allemagne envahit la France. Des hordes de chars déferlent sur les routes. L'armée affaiblie par l'impréparation militaire ne peut résister au rouleau compresseur nazi. Partout, c'est la débâcle. Cette défaite, la France ne s'en est jamais complètement remise. Elle choque le monde entier et traumatise profondément les Français. Toutes les forces politiques, de droite comme de gauche, sont sur le moment anéanties et ne savent pas comment réagir face à cet événement. L'extrême droite a été très divisée par la défaite de 1940. D'une part, elle n'aime pas l'Allemagne, la défaite ne la réjouit pas. De l'autre, la défaite est aussi considérée dans une certaine mesure comme la sanction d'une décadence française, comme la preuve vivante, au fond, que cette République a été incapable d'assumer la défense du pays. En juin 1940, les Français remettent leur destin dans les mains du maréchal Pétain, âgé de 84 ans. Profitant de la situation, celui-ci obtient les pleins pouvoirs pour réclamer l'armistice. Un mois plus tard, le 10 juillet, à Vichy, Pétain se fait proclamer chef de l'État français. La révolution nationale est en marche. Comme l'ensemble des Français, une grande partie de l'extrême droite se rallie au maréchal. La plupart de ces gens d'extrême droite ou d'une droite musclée acceptent d'accompagner le destin du maréchal, mais veulent faire pression pour que dans tous les arbitrages, le maréchal manifeste son autonomie à l'égard de l'Allemagne. C'est-à-dire essayer d'infiltrer l'appareil d'État, profiter de cet appareil d'État pour construire la lutte dans, estime-t-il, l'esprit du maréchal. Car beaucoup sont persuadés aussi que le maréchal Pétain finasse, comme on dit, joue double jeu, et donc prépare en secret la revanche. Ce calcul, on le retrouve chez deux militaires proches des milieux cagoulards avant-guerre. Le colonel Groussard, responsable des services secrets vichistes, et le chef de la Légion française des combattants, Georges Loustonneau-Lacour. Cet ancien officier d'infanterie fut renvoyé de l'armée à la fin des années 30 parce qu'il avait créé une officine clandestine chargée d'empêcher les infiltrations communistes. Au sein d'un groupement appelé La Spirale, il publia avant-guerre des revues à caractère anti-allemand et fortement antisémite.
Marie-Madeleine Fourcade, sa secrétaire qui partage ses convictions nationalistes, ne le quitte pas durant toutes ces années. Madeleine Fourcade est une bourgeoise de droite qui racontera dans ses mémoires qu'en 1936, elle assiste dans un thé sympathique, une espèce de réception sympathique, elle assiste à une discussion entre Loustonot-Lacau et De Gaulle, et elle entend avec stupéfaction que l'un et l'autre sont très pessimistes quant à la possibilité pour la France de résister à l'Allemagne. On est en 1936, tout le monde pense encore que la France est l'armée la plus forte d'Europe, et elle entend deux types qui sont deux types de l'armée. Et donc, le lendemain, elle se met en rapport avec Loustonot-Lacau, et elle sera la secrétaire générale des institutions que crée Loustonot-Lacau, et notamment de la Spirale. C'est-à-dire que Marie-Madeleine Fourcade, dans les années 38-39, publie un journal où il y a des articles antisémites. Au sein de Vichy, Marie-Madeleine Fourcade et Loustonot-Lacau rêvent de former, avec l'aide de Groussard, une armée de vichysois anti-nazis à partir d'éléments de l'armée d'armistice, afin de préparer la revanche. Ça, c'est un exemple où c'est une illustration du fait que pour certains nationalistes, on pouvait penser que Vichy, en fait, servirait de sanctuaire et de protection à une future résistance. En cet été 1940, si certains individus cherchent à lutter contre l'occupant depuis la France, d'autres font un tout autre choix. Ils rejoignent l'Angleterre et s'engagent dans la France libre du général de Gaulle, qui a lancé son appel à la résistance le 18 juin. C'est le cas de Gilbert Renaud, l'un des émeutiers du 6 février 1934, qui à Londres prend le pseudonyme de colonel Rémy. Rémy a été horrifié par le spectacle de la débâcle et par le soulagement général à l'annonce de l'armistice. Le 18 juin au matin, ayant entendu dire que les Allemands arriveraient à Vannes dans l'après-midi, ce qui d'ailleurs ne s'est fait que 2 ou 3 jours plus tard, j'ai dit à ma femme, si Hitler gagne cette guerre, toi et moi, nous allons devenir des esclaves, et nos enfants seront élevés dans la doctrine nationale socialiste, autrement dit, leur âme sera perdue. Je pense que tu es d'accord avec moi que dans une telle hypothèse, il vaudrait mieux que nous mourions tous. Je vais essayer d'aller me battre. Le réflexe qui m'a fait partir pour l'Angleterre trouvait son origine dans l'enseignement que depuis 20 ans, je recevais sous la signature de Charles Maurras. Nourri de l'action française, il ne m'était pas possible de reconnaître comme définitive la défaite de la France, expliquera-t-il plus tard. Dans ses débuts de la France libre, peu nombreux sont les hommes comme Rémy qui se rallient au général de Gaulle. En 1940, autour du général de Gaulle se regroupent des gens qui viennent d'horizons très différents. On peut noter une surreprésentation des Juifs et des membres de l'extrême droite. La surreprésentation des Juifs s'explique par le fait qu'ils ont beaucoup à craindre, beaucoup à redouter de l'occupation allemande. Quant à l'extrême droite, pour eux, pour une partie de l'extrême droite, il est clair que la défaite de la France est considérée comme un drame et qu'il faut réagir de manière absolue à cette défaite. Ce qui va amener De Gaulle lui-même à dire « j'avais autour de moi », il y a plusieurs façons, il y a plusieurs expressions de cette fameuse formule « j'avais autour de moi des juifs lucides et des aristocrates », et il y a des formules un peu plus, disons, vulgaires du style « j'avais avec moi la synagogue et la cagoule », enfin, oui, De Gaulle lui-même vient d'un milieu influencé, ou lui-même personnellement a été intellectuellement influencé par le maurassisme, bien qu'il ait développé ses propres conceptions et sa propre logique nationaliste, si vous voulez. De Gaulle, qui essaye de fédérer le maximum de volontaires, est tiraillé entre sa gauche et sa droite. Au sein de son propre camp, certains lui reprochent de n'être pas assez républicain, alors que d'autres lui reprochent de l'être trop. Par une sorte d'ironie de l'histoire, ces hommes vont devoir œuvrer en commun pour le succès de la cause. Loin de ses préoccupations politiques, le colonel Rémy désire agir au plus vite. Il rejoint alors les services secrets de la France libre. Dans l'immeuble vétuste de Duke Street, à Londres, Rémy retrouve la première poignée d'agents secrets composés de monarchistes catholiques, comme le comte Honoré d'Étienne d'Orve, et d'anciens cagoulards, comme Maurice Duclos, l'homme du trafic d'armes de la cagoule. Ce dernier connaît une ascension fulgurante dans les services secrets gaullistes, au sein desquels il prendra la tête de la section Action.
Ce qui, je crois, va faciliter l'entrée de ces hommes dans les services secrets, c'est que, précisément, ils s'engagent dans des services secrets. En d'autres termes, ils ne s'engagent pas dans l'armée régulière, eux, même si vous avez des hommes venus de la droite extrême, je pense par exemple à Leclerc, et ils ne s'engagent pas non plus dans ce que l'on appellera les mouvements de résistance. Ce qui veut dire que, quelque part, la forme d'action qu'incarnent les services secrets leur plaît. Et puis, ce qui joue peut-être aussi, c'est une culture politique. Et cette culture politique, c'est une culture politique très marquante pour l'extrême droite, c'est-à-dire une culture politique du complot, de l'action clandestine. Dès l'été 1940, cette poignée d'agents secrets est parachutée en France avec cette mission, établir au plus vite des réseaux d'espionnage. Recueil et transmission de renseignements, exfiltration vers l'Angleterre, passage de la ligne de démarcation, action de sabotage, sont les premières activités de ces réseaux. L'un des gros problèmes des réseaux de résistance, c'est de transmettre les informations qu'ils recueillent. Et donc il faut absolument disposer notamment de postes émetteurs ou de chaînes de courrier pour, par exemple, transmettre les plans. C'est la grande tâche du colonel Rémy, et cette tâche, il l'accomplit de manière absolument incroyable. C'est sans doute l'agent secret le plus expérimenté de la France libre. Le colonel Rémy crée au fil des mois ce qui devient le plus puissant réseau de la France libre, la confrérie Notre-Dame. Ce personnage charmeur établit ses premières zones de contact dans les milieux maurrassiens qu'il connaît bien et parvient à enrôler une foule de civils anonymes prêts à aider la résistance naissante. Tandis que les gaullistes s'affairent à créer des organisations de résistance, le régime de Vichy s'est solidement implanté dans la station thermale où un semblant d'État réapparaît. Mais en coulisses, des clans s'affrontent pour influer sur la politique du maréchal. Un homme tire son épingle du jeu, Pierre Laval. Cet ancien ponte de la Troisième République estime que la collaboration doit être la grande politique à laquelle il doit attacher son nom. Le 24 octobre 1940, à Montoire, la politique de collaboration est scellée entre Vichy et le Troisième Reich. Cette poignée de main indigne le clan anti-allemand de Vichy. Pour Marie-Madeleine Fourcade, Pétain n'est désormais qu'un vieux capitulard. Autour de l'hôtel du Parc, des conspirations de palais apparaissent. Le 25 décembre, le colonel Groussard fait arrêter Pierre Laval, avec le consentement de Pétain, qui voit d'un mauvais œil cet ambitieux, intrigant en tous sens. Mais les Allemands, furieux, exigent sa libération qu'ils obtiennent 4 jours plus tard. Le clan anti-allemand est désavoué. Groussard finira par rejoindre la résistance. Les dernières personnes dont on peut dire qu'elles étaient plus ou moins proches de l'action française seront éliminées de Vichy après le fameux coup de décembre 1940. C'est quand on a vidé Laval. Et les Allemands, en réplique, disent vous allez vider, si vous avez vidé Laval, maintenant vous allez vider tous ceux qui sont anti-allemands. À Vichy, les ministres se succèdent, et c'est l'amiral Darlan, partisan lui aussi de la collaboration, qui est nommé chef du gouvernement. Darlan au pouvoir, les activités résistantes du clan anti-allemand, jusqu'ici officieusement tolérées, prennent fin. Loustono-Lacau, qui montait depuis plusieurs mois un réseau de renseignement, entre définitivement dans la clandestinité. En contact avec les agents secrets gaullistes, ses relations avec De Gaulle se dégradent au fil des mois. Finalement, il préfère se rattacher directement au service secret britannique en avril 1941. Son réseau devient alors l'Alliance. L'Alliance qui va être le plus gros réseau d'espionnage qui va travailler pour les Anglais. Et c'est un réseau absolument magnifique où il y aura un taux de perte absolument gigantesque, de perte, on va dire, ceux qui seront pris et tués par les Allemands, qui transmet aux Anglais toutes les informations sur l'aviation allemande en France, sur les bateaux, sur toutes les informations militaires nécessaires aux Anglais à faire la guerre et à bombarder quand il faut bombarder. Mais Loustono-Lacau est très vite arrêté et emprisonné par Vichy. Livré aux Allemands, il résiste à des dizaines d'interrogatoires et est déporté au camp de Mauthausen. Alliance n'a plus son chef
et Marie-Madeleine Fourcade se retrouve désormais seule à la tête de ce réseau. Quand elle prend la tête du réseau, elle n'ose pas dire à Londres qu'elle est une femme. Parce qu'à Londres, on ne comprendrait pas qu'une femme prend la tête d'un réseau d'espionnage. Et donc, elle se fait passer pour un homme. C'est-à-dire, elle rédige ses textes au masculin et non au féminin, d'où la surprise des Anglais quand ils la rencontreront un peu plus tard au Portugal et qui voient arriver une femme, donc, qui est en fait la chef du réseau Alliance. On ne peut pas dire que nous étions prédestinés. Nous étions très certainement prédisposés à faire ce que nous avons fait. Parce que nous étions un tout petit groupe de Français qui déjà, bien avant la guerre, avaient pensé que Hitler représentait un immense danger pour le monde et le fondateur de notre réseau, Georges Lustenau-Laco, avait 2 ans avant la guerre déjà accumulé un très très grand nombre de renseignements sur la puissance militaire de l'Allemagne. Au commencement de la résistance, les militants d'extrême droite sont présents en force. Mais les événements s'enchaînent. La guerre prend un nouveau tournant lorsque l'Allemagne attaque par surprise l'Union soviétique. Les communistes, paralysés jusque-là par le pacte germano-soviétique, peuvent désormais agir et entrent massivement dans la résistance. Les attentats communistes de l'été 41 poussent les Allemands à déclencher des représailles. L'agent gaulliste Honoré d'Étienne d'Orves, arrêté depuis janvier, torturé, condamné à mort, est exécuté avec ses compagnons au Mont Valérien le 29 août, comme de nombreux otages communistes. La rose et le réséda. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel... Ces quelques vers, déclamés par Louis Aragon pendant la guerre, sont dédiés aux monarchistes d'Étienne d'Orves et au communiste Gabriel Péry. Ils symbolisent la cruelle rencontre de ses ennemis d'hier face au peloton d'exécution nazi. En avril 1942, Laval revient au pouvoir avec le concours des Allemands. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Pour beaucoup de Français, ce n'est qu'au fil des mois, des années, que la réalité de la politique de Vichy, c'est-à-dire sa systématique soumission à celle de l'Allemagne, se révèle. Même parmi les résistants de la première heure, beaucoup croient encore au maréchal Pétain. À l'intérieur de la résistance, par ailleurs, vous avez des résistants vichistes. Ce qui veut dire que ces résistants ne considèrent pas nécessairement de manière hostile le régime de Vichy, pensent que certaines réformes du régime de Vichy sont bonnes sur le plan intérieur, mais qui refusent la collaboration. C'est le cas dans un mouvement de résistance que l'on appelle l'organisation civile et militaire d'individus comme Alfred Touny ou Maxime Bloch-Mascar. En zone occupée, où le danger est grand, l'OCM, une puissante structure paramilitaire, a vu le jour en 1941, sous l'impulsion de membres issus des diverses mouvances d'extrême droite d'avant-guerre. L'un de ses dirigeants est le colonel Alfred Touny, héros de la Grande Guerre et ancien responsable des Croix de Feu du colonel Delarocque. Ces individus ne sont pas nécessairement hostiles au régime de Vichy, mais ils n'ont pas véritablement de lien avec le régime de Vichy. Ils n'essayent pas d'utiliser l'appareil d'État. Ils n'essayent pas nécessairement d'avoir des contacts. Ils construisent leur action et leur organisation à côté du régime de Vichy, ce qui est bien entendu une grande différence qui les oppose au colonel Groussard, qui essaie de subvertir l'appareil d'État. Le colonel Touny, chef de l'organisation civile et militaire qu'on appelait l'OCM, dès ma première prise de contact avec lui, au printemps de l'année 1941, a affirmé tout de suite devant moi, pour qu'il n'y ait aucune espèce d'équivoque entre nous, qu'il avait le plus profond respect et la plus grande confiance pour la personne du maréchal Pétain. Ça ne nous a pas empêchés d'être tout de suite de très bons amis. L'OCM était plutôt d'abord assez autoritaire. On a également dans l'OCM des débuts des traces d'antisémitisme. On a une logique très technocratique
également dans l'OCM, et au fil du temps, eh bien, le discours de l'OCM se polit, se gauchise, l'antisémitisme, les traces d'antisémitisme disparaissent, et le caractère autoritaire de l'OCM disparaît également. Suite à l'arrestation d'une partie de ses chefs, le colonel Touny reprend la tête de l'OCM, transforme l'organisation en profondeur et lui fait prendre une toute autre dimension au cours de l'année 42. Ses membres organisent des filières d'évasion et cachent des armes. Touny dote également l'OCM d'un réseau d'espionnage, le réseau Century, et ouvre sa structure à de nombreux militants socialistes qui affluent en masse. Dans ce mouvement, on retrouve désormais des figures de la gauche, comme Pierre Brossolette. C'est ce dernier qui met en contact Touny avec le colonel Rémy. Ensemble, ils conviennent de transmettre les renseignements du réseau Century à Londres via la confrérie Notre-Dame. Le réseau de l'émissaire de la France libre a considérablement grandi. Il s'étend à toute la France occupée et Rémy a installé à Paris une centrale en liaison radio avec Londres. De plus, il établit des contacts par avion avec l'Angleterre. Les réseaux vont prendre de plus en plus d'importance, et ils prennent de plus en plus d'importance aussi parce que, soulignons-le, les Britanniques ont peu d'hommes sur place. La France était considérée comme un pays ami, et donc les Britanniques n'avaient pas mis le paquet pour installer des réseaux de renseignement avant la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux moyens fournis par les Britanniques, Marie-Madeleine Fourcade a brillamment repris la tête d'Alliance. Ses agents, une centaine en 1941, seront près de 3000 par la suite. Dans la clandestinité, elle se fait appeler Hérisson. J'avais choisi cette bête parce que je trouvais qu'elle avait une bonne défense, des bons piquants, et que c'était un emblème qui pourrait me porter chance dans ce combat. Et c'est assez drôle parce que les Allemands, au début, entendant parler de Hérisson, ont cru que j'étais d'abord anglaise et que je m'appelais Mrs. Harrison. Alors ils cherchaient partout Mrs. Harrison, et en réalité c'était le Hérisson qu'ils recherchaient, qui était bien roulé dans un coup avec des piquants. Devenus des pièces maîtresses des services secrets anglais et gaullistes, Alliance et la confrérie Notre-Dame renseignent sur les capacités industrielles et stratégiques des nazis. Ils procurent aux Alliés les plans des installations portuaires, fournissent des informations sur les déplacements et les positions des sous-marins allemands qui seront décisifs dans la bataille de l'Atlantique. Ce qui intéresse également les Britanniques, ce sont des renseignements d'ordre politique, dans la mesure où, même si Winston Churchill ne nourrit pas beaucoup d'illusions sur le maréchal Pétain, eh bien, il a encore peut-être l'espoir que la France de Vichy rejoindra le camp allié. En Afrique du Nord, en 1942, la grande masse des Français et l'armée vichiste restent fidèles à Pétain. Mais les Anglais et leur nouvel allié américain, entrés en guerre en décembre 1941, ont besoin de prendre pied en Méditerranée. Ils préparent alors une opération de débarquement dans la ville d'Alger, baptisée Opération Torche, en liaison avec des résistants sur place. Comme à Londres en 1940, où il y a une surreprésentation des Juifs et une surreprésentation de l'extrême droite, c'est la même chose pour la préparation du débarquement. Vous savez que les Américains, préparant le débarquement en Algérie, demandent à la résistance française « faites quelque chose pour nous faciliter le débarquement », parce qu'à l'époque, on ne sait toujours pas comment l'armée française d'Algérie va réagir. Et donc, là se crée une alliance entre, d'un côté, ce qu'on appelait le groupe des 5, qui sont pour la plupart des gens d'extrême droite, des Français d'extrême droite, certains même assez antisémites virulents, et d'autre part les Juifs. Parce qu'on a besoin d'hommes pour... L'idée c'est, avant le débarquement, il faut s'emparer de la poste, il faut s'emparer de la gare, il faut s'emparer des téléphones, il faut s'emparer de plusieurs points stratégiques pour faciliter le débarquement américain. Or, où va-t-on trouver des gens sûrs, des gens qui ne nous dénonceront pas, des gens qui feront le travail chez les Juifs? Ce groupe des 5, composé notamment de colonels de l'armée française, mais aussi de dirigeants des huiles de Sieur, financiers de la cagoule avant-guerre, stocke des armes, détermine les lieux à occuper et manigance avec le diplomate américain Robert Murphy. Leur chef,
Henri d'Astier de la Vigerie, ancien journaliste, rêve de rétablir la monarchie en installant au pouvoir en Algérie le descendant de la famille royale. Là était Henri d'Astier de la Vigerie, ancien monarchiste de 45 ans, qui avait certainement dans sa jeunesse au quartier latin crié plusieurs fois « mort aux Juifs », et moi qui avais 22 ans, qui étais juif, et qui avait, quant à mes sentiments vis-à-vis d'un homme comme lui, tout autant à son service qu'il en avait pour moi. Et nécessairement, on s'est rencontrés. Ça s'est passé à l'hôtel Saint-Georges. Eh bien, on s'est très bien entendu parce que la force du patriotisme, ce sentiment maintenant oublié, était quelque chose de considérable que vous avez beaucoup de mal à imaginer. Ces hommes permettent aux Alliés de débarquer à Alger le 8 novembre 1942. Après quelques heures avec l'armée vichiste, les troupes anglo-américaines s'emparent de la ville et s'établissent en Afrique du Nord. Ce qui est décisif, c'est que Darlan, l'amiral Darlan, est à Alger. Il n'est plus Premier ministre, mais il est le chef des forces armées françaises. Darlan, après un combat qui va être un combat assez bref, donne l'ordre aux troupes françaises de cesser le combat et se rallie aux Américains. Et donc c'est Darlan qui devient le chef de l'Afrique du Nord. Darlan, promoteur de la collaboration avec l'Allemagne, arrêté par les conspirateurs d'Alger et libéré par les Américains. Il retourne sa veste et se met à leur solde. Les résistants de toutes parts sont troublés. Henri d'Astier de la Vigerie s'entretient sur place avec le comte de Paris, qui n'est autre que le prétendant au trône de France. D'Astier espère faire jouer au comte le rôle d'arbitre entre les gaullistes et l'armée d'Afrique, qui reste pétainiste. Dans la ville blanche, des complots se trament. Darlan, qui a cristallisé les oppositions, est assassiné le 24 décembre par un jeune résistant royaliste, fusillé peu de temps après sans que la lumière ne soit vraiment faite sur les instigateurs du complot. Darlan est mort, mais la monarchie ne sera pas rétablie. Le comte de Paris s'est rendu malgré lui suspect de l'assassinat de l'amiral. Les Américains désignent alors le général Giraud, arrivé clandestinement à Alger grâce à un sous-marin affrété par le réseau Alliance pour succéder à Darlan. Giraud, évadé d'une forteresse allemande, jouit d'une forte réputation parmi les éléments les plus réactionnaires de l'armée vichiste. Giraud a servi à ce moment-là, lui qui était un prisonnier évadé, qui était un général prestigieux, qui choisissait le camp de la dissidence et qui était mis en avant par les Américains, qui se méfiaient, eux, de Charles de Gaulle. Ne l'oublions jamais. Hein. Roosevelt se méfie de Gaulle et aime bien Giraud. Puis Giraud, on le sent bien manipulable, donc il peut être plus facilement, disons le mot, un pantin entre les mains des Anglo-Américains. Giraud facilite incontestablement le passage à la résistance de pas mal de pétainistes sincères. Et au fond, ce général Giraud, pour toute une partie de l'extrême droite ou des milieux conservateurs, eh bien, représente un bon choix. Parce que son patriotisme ardent ne peut être remis en cause, il combat aux côtés des Alliés, et dans le même temps, il se refuse à rompre véritablement avec le régime de Vichy. La législation, par exemple, antisémite du régime de Vichy n'est pas immédiatement abolie. Les parlementaires communistes qui sont enfermés dans la prison de Maison-Carrée ne sont pas immédiatement libérés. Et donc, pour toute une partie des vichistes qui, pour aller vite, aiment la politique intérieure du maréchal Pétain, mais détestent la collaboration, Giraud fait figure d'homme de solution alternative, au fond, au gaullisme. Décidé en réaction à l'opération Torche, l'invasion de la zone libre par la Wehrmacht à la fin de l'année 42 sonne le glas de la fiction d'un régime de Vichy souverain et radicalise les engagements. Nombre d'officiers nationalistes de l'armée, qui n'ont jamais véritablement accepté la défaite, se rallient alors à Giraud et rejoignent au cours de l'année 43 plusieurs maquis. Des cadres de l'armée, comme le lieutenant Valette d'Ozia, organisent la résistance en formant des civils, des républicains espagnols, des communistes au maniement des armes et leur prodiguent un entraînement militaire. Il est clair que certains militaires de carrière ont pu jouer un rôle important en épaulant les maquis, tout simplement parce que beaucoup de maquis n'avaient pas d'instructeurs, n'avaient pas de professionnels de la guerre, voire en créant un certain nombre de maquis. Lorsque l'on pense par exemple au maquis de Glières, dans les Alpes, eh bien on voit bien que la présence de militaires de carrière a été un élément très important, comme la présence, par exemple, de Valette d'Ozia.
Donc ces militaires vont essayer d'organiser au fond des unités clandestines qui devraient se découvrir au lendemain du débarquement allié, ce qui ici a été un échec, mais ils ont pu jouer un rôle important dans l'aide, voire la constitution, d'un certain nombre de maquis. L'ancien chef des Croix de Feu, le colonel de La Rocque, a pris la tête d'un réseau de renseignement dès le retour de Laval au pouvoir. Pourtant, il reste obstinément fidèle à l'égard de la personne du maréchal Pétain, alors qu'il n'approuve ni la collaboration, ni les mesures les plus extrêmes de la Révolution nationale, comme les lois antisémites. Malgré l'invasion de la zone sud, La Rocque reste naïvement convaincu qu'il peut faire basculer le héros de Verdun dans la guerre. Début mars 1943, il obtient difficilement des rendez-vous auprès de Pétain. 48 heures après sa dernière entrevue, La Rocque, puis une centaine de cadres de son parti sont arrêtés par la Gestapo dans toute la France. Abandonné par le maréchal, il est déporté par les Allemands. Il ne reviendra qu'à la Libération, extrêmement affaibli, et mourra peu de temps après. Hiver 1943. L'armée allemande est en déroute à Stalingrad. L'espoir change de camp, et de nouveaux engagements se font jour parmi de nombreux Français désireux de se battre les armes à la main. À partir du moment où la résistance devient un phénomène de masse ou de masse relative, le poids de l'extrême droite baisse et le poids des Juifs baisse. Là, ce sont des masses de Français auparavant non concernés, par exemple les jeunes qui fuient le service du travail obligatoire à partir de 1942-1943. C'est des gens qui voient la victoire approcher aussi. Lorsqu'en février 1943, le STO, service du travail obligatoire, est instauré, les maquis et les mouvements de résistance sont confrontés à l'afflux de jeunes réfractaires. Dans ces dernières années de guerre, ces jeunes se politisent à gauche, voire à l'extrême gauche. La problématique devient une problématique de cohabitation entre les communistes et les autres, les gaullistes et les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Elle devient une problématique qui anticipe d'1 an ou de 2 ans sur ce que sera la vie politique française après la libération. En ex-zone libre, désormais occupée par les Allemands, les mouvements prennent une importance considérable au sein de la résistance qui s'unifie difficilement au cours de cette année 1943. Ces mouvements de résistance sont différents des réseaux d'espionnage. Grâce aux distributions de tracts et à la diffusion de leurs journaux clandestins, ils ont une vocation beaucoup plus politique et s'adressent directement à une population de plus en plus hostile au régime de Vichy. Il y aura 3 grands mouvements en zone sud. Le plus grand sera Combat, l'unification de plusieurs groupes qui vont fédérer dans Combat. L'autre mouvement sera Libération et le 3e mouvement sera Franc-Tireur. Si vous prenez Combat et vous prenez les personnalités importantes de Combat, beaucoup viennent de la démocratie chrétienne et beaucoup viennent aussi de l'extrême droite. J'ai mentionné Jacques Renouvin, il y en a d'autres, Pierre de Bénouville. En 1940, Pierre de Bénouville, le bagarreur de l'Action française qui a rompu avec le mouvement au lendemain des manifestations du 6 février 1934, s'est évadé d'Allemagne où il était retenu comme prisonnier de guerre. En décembre 1942, il rencontre le chef du mouvement Combat, Henri Freinet, entre dans son mouvement et s'installe à Lyon, devenu le centre névralgique de la résistance. J'ai rallié Henri Freinet. Il m'a donné mission de créer le service national extérieur de la résistance, ce que j'ai fait. Quand Freinet a étendu les services que pouvait rendre ce service à l'ensemble des mouvements de résistance, j'ai continué à le diriger. Puis quand Freinet est parti pour Londres, il a été remplacé par Claude Bourdet et par moi au comité directeur des mouvements unis de résistance. Et c'est ainsi que se sont passées ces années. Autre figure du mouvement Combat, Jacques Renouvin, avocat ultra-royaliste, connu pour avoir défendu devant la justice les émeutiers du 6 février 1934, constitue les corps francs, exclusivement réservés à l'action la plus dure. Ces hommes procèdent à des coups de main, font dérailler des trains, commettent des attentats simultanés dans plusieurs villes de France,
visant les officines de la collaboration, exécute les Allemands et les collaborateurs. Les kermesses, comme Renouvin les appelle, doivent faire régner un sentiment d'insécurité pour les partisans les plus zélés du maréchal ou des Allemands. Véritable meneur d'hommes, Renouvin mêle dans ses rangs les éléments les plus extrêmes, de droite comme de gauche. Homme de contact, Bénouville met quant à lui en relation combat avec l'OSS, les services secrets américains, ancêtres de la CIA, qui finance le mouvement. Homme d'organisation, il aide un de ses amis qui vient de quitter l'administration vichiste à monter son réseau de renseignement. Cet ami, c'est un certain François Mitterrand. Homme d'action, il rejoint le front italien à la tête d'une compagnie de tirailleurs marocains et entre dans Rome libérée le 4 juin 1944. La victoire approche. Suite au débarquement allié en Normandie, la France se libère peu à peu. Le 26 août 1944, De Gaulle descend triomphalement les Champs-Élysées. Grâce à l'unification de la résistance, il s'est imposé un an plus tôt face à Giraud et aux Américains. La résistance unifiée, qui comprend les mouvements mais aussi les anciens partis politiques et les syndicats d'avant-guerre, œuvre pour une rénovation sociale de la France. La carte politique de la France n'a pas été strictement répartie dans la résistance. Tu admettras que la résistance avait un cœur qui battait à gauche, soyons très modestes. Enfin, un cœur qui battait à gauche, avec beaucoup de gens qui venaient de ce qu'on appelait l'extrême droite. Oui, Jacques Renouvin, tu parlais de l'action immédiate tout à l'heure. Jacques Renouvin qui a fondé les corps francs nationaux et qui est mort en déportation, là, il était royaliste, n'est-ce pas? Et Joly qui commandait les corps francs à Toulouse aussi. Et tout ça a été mêlé avec de Gliam qui était communiste. On peut souligner que la résistance s'est dans une large mesure gauchisée au fil du temps. Alors, la gauchisation de la résistance vient de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que, quand même, d'abord et avant tout, Vichy est de droite, voire d'extrême droite. Alors, cela paraît évident de le dire aujourd'hui, mais en 1940, cela n'était pas évident. Deuxième raison, l'hégémonie communiste. C'est-à-dire que sur le plan intellectuel, le Parti communiste impose son image, il aurait été le grand parti structurant de la résistance. Évidemment, l'extrême droite est rabattue, indexée sur Charles Maurras. Il va adopter une attitude absolument étrange et qu'on jugera à juste titre comme étant absolument scandaleuse pendant la guerre. Il ne sera pas collaborationniste, au sens de il ne sera jamais pro-allemand, mais d'un autre côté, il va continuer à développer ses idées en attaquant les juifs et les résistants. Donc c'est une attitude qui va conduire un certain nombre de maurassiens à se désolidariser de Maurras et à quitter le maurassisme. Plusieurs intellectuels étaient à l'extrême droite en 1939-1940, comme Claude Roy ou le futur Chris Marker, et ils étaient compagnons de route du Parti communiste, ou comme Claude Roy, membre du Parti communiste en 1944. Donc à quel moment est-ce qu'on situe leur identité? Après la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une survivance des résistants d'extrême droite en tant que tels. Je crois que vous avez plusieurs itinéraires. Le premier itinéraire, c'est que une partie de cette extrême droite va succomber au charme du gaullisme. Il est intéressant de voir par exemple qu'un colonel Rémy, qu'une Marie-Madeleine Fourcade vont devenir des piliers du gaullisme. Dans ce grand chamboulement de l'histoire, la résistance a permis de rapprocher ceux qui paraissaient devoir rester étrangers. Beaucoup d'entre eux, comme Bénouville, délaissent après-guerre leur antisémitisme de jeunesse qui allait de pair avec leur nationalisme. Lustono Lacco, revenu de l'enfer de Mauthausen, livre dans ses mémoires des témoignages accablants sur l'horreur du génocide hitlérien. Marie-Madeleine Fourcade milite dans les années 60 à la Ligue internationale contre l'antisémitisme et s'investit dans la cause israélienne. Certains historiens vont considérer que leur rôle est beaucoup plus un rôle éducatif qu'un rôle d'historien. Et on va essayer de tracer deux rails, comme si ces deux rails étaient restés droits, chacun était resté droit, la gauche, antifasciste. Bon, s'ils sont antifascistes, ils sont forcément résistants, et s'ils sont résistants, ils sont bien. La droite a été fasciste ou fascisante ou sous l'influence du fascisme, et donc elle a été forcément collaboratrice, et donc elle est forcément mauvaise. Et pourtant, ce qu'il y a de frappant, c'est combien, en 1944 et 1945, combien
les résistants multiplient les images pour exprimer qu'en fait, dans la résistance, il y a des gens de droite et il y a des gens de gauche. Il y a des gens d'extrême droite et des gens d'extrême gauche. Et vous en trouvez une multitude d'exemples. Je pense à Emmanuel Dastier de la Vigerie qui dit que maintenant, dans la résistance, Versaillais et communards sont réconciliés. Versaillais et communards, c'est une image superbe. Ça veut dire la droite et la gauche sont réconciliés dans la résistance. C'est Aragon qui dit à Claude Roy qui vient de l'extrême droite et qui passe dans la résistance communiste, qui dit à Claude Roy, l'important n'est pas d'où on vient, l'important est où on va. À la Libération, Marie-Madeleine Fourcade se consacre à la recherche de ses compagnons déportés et agit activement dans les milieux d'anciens résistants afin de perpétuer le souvenir du réseau Alliance. Hanté par l'épuration et la haine entre Français qui en a découlé, Rémy scandalise les gaullistes en défendant la mémoire du maréchal Pétain. Exclu du parti gaulliste, il devient écrivain à succès, scénariste, et livre une littérature prolifique sur l'action de la résistance. Jacques Renouvin, arrêté en mars 1943, périt au camp de Mauthausen, moins d'un an après. Le chef de l'OCM, Alfred Touny, est pris par les Allemands en février 1944 et fusillé peu de temps avant la Libération. Fait compagnon de la Libération, Maurice Duclos se trouve parmi les accusés du procès de la Cagoule qui se tient en 1948. Condamné à une peine légère, il s'exile en Argentine où il rejoint, comme tant d'autres cagoulards, une filière du groupe L'Oréal. Georges Loustonneau-Laco entame sous la 4e République une carrière de parlementaire et meurt en 1955, le jour de sa nomination au grade de général. Directeur du journal Jour de France, administrateur de la société Dassault, Bénouville joue également un rôle d'entremetteur parmi le personnel politique de la Ve République. Homme de droite, il n'hésite pas à défendre le passé résistant de son ami Mitterrand face aux accusations portées par l'opposition.